votre fidélité 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Sur instruction du chef de l'État, 117 Sénégalais ont pu rentrer au Bercail ce samedi. Ils ont été reçus par le président de la République. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réitéré la volonté de l'État de garantir protection et assistance aux Sénégalais où qu'ils se trouvent dans le monde. Le Forum civil publie son rapport d'observation du contexte préélectoral, un document qui révèle un climat électoral calme à moins d'un mois des élections législatives. Toutefois, quelques manquements relatifs au respect du calendrier électoral ont été relevés. Les détails au cours de cette édition. Trop peu de contrôleurs pour un pays qui veut se positionner en hub aérien, c'est l'avis du président de l'association des contrôleurs aériens. Sidi Mohamed Ndoye encourage le recrutement de professionnels pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse 2026, déclaration faite lors de la célébration ce dimanche de la journée internationale des contrôleurs aériens. Sécurité transfrontalière et minière Garci 2, lancé en présence du haut commandant de la gendarmerie et de l'ambassadeur de l'Union européenne. Ce groupe d'action rapide et de surveillance doit prochainement s'acquitter de missions de sécurité dans le sud-est du pays. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Ils sont 117 Sénégalais rapatriés du Liban. Ces compatriotes que vous voyez sur ces images ont été reçus par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui s'est dit satisfait de les recevoir sains et saufs. Le président de la République a précisé que les ressortissants encore sur le sol libanais ont décliné l'offre de rapatriement pour des convenances personnelles. Bassirou Diomaye Faye a rappelé le devoir de l'État de garantir protection et assistance aux Sénégalais où qu'ils se trouvent dans le monde. Le Forum civil publie son premier rapport d'observation à long terme du contexte préélectoral et du climat électoral au Sénégal. Selon le document, le climat est marqué par un calme dans la quasi-totalité du pays, même si le degré de concurrence politique fait ressortir quelques pratiques jugées suspicieuses, notamment l'utilisation des moyens de l'État pour faire une campagne déguisée. Le Forum civil annonce la publication d'autres rapports en perspective de contribuer à l'intégrité du processus électoral. Les détails, c'est avec Al-Hassan Ba. C'est un document de 10 pages dont l'objectif global est de mettre en place un dispositif citoyen d'observation et de suivi des étapes du processus électoral en cours en perspective de contribuer à l'intégrité du processus électoral. Il s'agit du rapport numéro 1 couvrant la période du 7 au 14 octobre 2024 et le plan de déploiement a suivi le découpage administratif, c'est-à-dire les 14 régions et les 46 départements. C'est l'une des méthodologies utilisées au-delà du recrutement des observateurs à long terme et de la conception de la plateforme technique. Sur le climat électoral, l'étude de ce premier rapport révèle un climat caractérisé par un calme dans la quasi-totalité du territoire sur les 46 départements du Sénégal. Toutefois, il convient de préciser que la période durant laquelle s'est effectué le monitoring coïncide avec la phase de dépôt des dossiers de candidature ainsi que des recours. L'environnement préélectoral est aussi marqué par un calme et un espace civique tempéré sans tension électorale. Et selon toujours le document, le degré de concurrence politique fait ressortir quelques pratiques suspicieuses relativement à l'utilisation des moyens de l'État et des actes suspectés de campagne déguisée. D'autres rapports seront élaborés tout au long du processus électoral. Ils vont comporter, selon le Forum civil, les contenus suivants. Une partie traitant du contexte préélectoral et électoral décrivant l'environnement général des élections au niveau départemental et le degré de concurrence politique. Une autre partie traitant des violences électorales et parmi ces violences, on peut citer l'intimidation, la menace d'agression physique, l'agression physique, entre autres.
sérénité. Et nous restons avec le Forum civil qui a commenté les images de l'arrestation de Bougane Gueye Dany, des images qui, selon l'organisation, ternissent l'image de la démocratie sénégalaise. C'est la conviction de Babacar Ba qui affirme qu'il s'agit exactement des mêmes pratiques dénoncées sous l'ère Macky Sall. Et pourtant, selon lui, la Constitution permet à tout un chacun de vaquer à ses occupations librement partout sur le territoire national. Je vous propose d'écouter Babacar Ba, membre de la société civile et président du Forum du Justiciable, dans ce reportage signé par Faraning. 2 ou 3 ans, ce sont ces mêmes pratiques qu'on a eu à dénoncer en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme. Ce sont ces mêmes pratiques qu'on a utilisées contre les tenants actuels du pouvoir. Donc, honnêtement, on ne pensait pas revoir ces mêmes pratiques-là. Et je rappelle également que nous sommes dans un état de droit. Et la charte fondamentale, la Constitution du Sénégal donne aujourd'hui la possibilité à tout citoyen sénégalais de se déplacer sur toute l'étendue du territoire. Ça, je pense que c'est un fait qui est prévu par la Constitution sénégalaise. Donc, vouloir aujourd'hui interdire à des citoyens de se rendre à Bakel, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment regretter. Et plus loin, moi je pense que si le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, savait que Bougane Gueye Dany ou quelques acteurs politiques de l'opposition souhaiteraient venir à Bakel, c'était à lui de les accueillir à bras ouverts. Parce qu'actuellement, la population de Bakel a besoin d'un élan de solidarité. À la une de l'actualité politique ce soir, Alioune Sarr, ancien ministre sous Macky Sall, qui a lancé les activités de son parti, le parti Andandoo Ngir Sénégal. Son président a décliné son projet de société axé sur l'emploi des jeunes, l'agriculture, avec une démocratie active. Le lancement de ce parti s'est fait en présence de ses nombreux militants venus des 46 départements du pays. Les détails, c'est avec Cheikh Anta Diop et Saïla Tir. Son nouveau parti, Alliance pour le Sénégal, ici à Thiès, à la place Mamadou Dia. Il a de réelles ambitions. Par des défis majeurs de notre pays, avec une tension politique réelle qui a été amplifiée par les effets de la géopolitique sous-régionale et mondiale pendant cette période de 2023. Oui, chers amis, disais-je, nous étions retrouvés pour dire non à un cadre politique désuet, pour dire non à des pratiques politiques de notre âge, alors que le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise, demande une démocratie active. Nous avons dit non à une confiscation de la démocratie sénégalaise. Nous avions lancé le 13 mai 2023 notre vision pour le Sénégal et nous avons annoncé les grandes lignes de notre projet de société. Un projet de société que Alioune Sarr décide de mettre en œuvre. Lorsque nous avons plus de 10 millions de jeunes, il est évident que ce sont des transformations comme une industrialisation poussée, accélérée, une agriculture résiliente, l'aménagement des centaines de milliers d'hectares. Ce sont des réformes profondes qu'il va falloir engager. Pour éviter un bouleversement institutionnel, des réformes s'imposent. C'est extrêmement important selon Alioune Sarr. Que face à ces enjeux nouveaux, notre pays avait besoin de nouveaux instruments, surtout de réformes extrêmement profondes. Le président du parti Alliance pour le Sénégal a exhorté ses militants à descendre sur le terrain pour la massification du parti. À Saint-Louis, de nombreuses écoles sont dans un état de délabrement très avancé. Certaines ont même été fermées pour plus de sécurité. L'association Wallundar appelle les fils du terroir à revenir participer au développement de cette ville vieille de plus de 360 ans. Zahir Fall est le président. Il emporte le plaidoyer et nous l'écoutons dans ce reportage de Seynou Diop et Abib Sek. Je voulais profiter aussi de cette occasion pour lancer un appel à tous les Saint-Louisiens de la diaspora pour qu'ils reviennent au bercail. Saint-Louis se meurt. Beaucoup d'écoles sont fermées. Beaucoup d'écoles actuellement sont fermées par cause de vétusté. Donc c'est le moment de les inviter à venir s'investir à Saint-Louis, participer au développement de leur contrée et écrire leur propre histoire. Personne ne peut venir développer Saint-Louis à notre place. Ce sont les Saint-Louisiens comme vous et moi qui peuvent vraiment venir développer notre ville. C'est un moment important pour moi aujourd'hui d'inviter tous les Domondars, partout où ils sont, de penser venir investir à Saint-Louis, de penser venir vraiment développer leur ville, de penser venir réouvrir les écoles qui sont actuellement fermées et qui causent d'énormes difficultés à nos élèves
vu la qualité des résultats qui sont affichés. Allez, destination le sud du pays à présent et plus précisément Djembérin, sérieusement menacé par l'érosion côtière. Tous les villages de la commune sont menacés. Les dégâts sont si importants que des volontaires du climat font régulièrement des descentes sur les lieux pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Ils sont accompagnés en cela par le service des eaux et forêts. Le point avec Boubacar Diassi et Lamine Mandja. Ces troncs de filao à terre, au bois mort et complètement asséché, ces plages happées sur plusieurs kilomètres par l'avancée de la mer, qui grignotent aussi des terres arables, sont à Djembérin dans le département d'Oussouye. Ces effets du changement climatique sont si sérieux que des volontaires ont choisi de descendre sur les lieux pour lutter contre ce phénomène. Le service des eaux et forêts est à leur chevet. Ça, c'est des initiatives quand même à saluer, nous, en tant que service technique. Comme j'ai l'habitude de le dire, notre mission régalienne, c'est de réduire la pauvreté à travers la conservation, la gestion durable du potentiel forestier et de la biodiversité. Donc, ça fait partie de notre mission de voir aujourd'hui dans des zones où il y a l'érosion côtière qui avance, essayer aujourd'hui donc de mettre en place des stratégies pour essayer donc de lutter contre donc, ces érosions côtières-là. Une caravane africaine de lutte contre le changement climatique les a rejoints dans ce combat. Nous avons lancé la caravane africaine du climat qui se déploie dans au moins une vingtaine de pays en Afrique et la plupart en Afrique subsaharienne. Ici à Djembérin, nous savons que l'érosion côtière est en train de menacer mais aussi est en train de détruire. Donc il faut que cette justice climatique arrive à financer des projets qui vont venir porter des projets de résilience, des projets d'adaptation, mais aussi des projets de réparation de tout ce que le changement climatique a causé comme destruction. Car chaque année, ces jeunes volontaires organisent une campagne de reboisement à Djembérin pour faire reculer l'érosion côtière qui n'épargne même pas les animaux marins. La journée internationale des contrôleurs aériens célébrée ce dimanche 20 octobre par l'Association professionnelle des contrôleurs de la circulation aérienne du Sénégal. L'occasion pour les membres de déplorer l'effectif des contrôleurs, un effectif jugé minimal alors que le pays prépare activement les Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Selon le président de cette association, des recrutements doivent être effectués pour renforcer les équipages aériens car le trafic sera dense pendant cette période. Depuis, il ajoute que si le Sénégal veut se positionner en tant que hub aérien, il faut naturellement plus de contrôleurs. Sidi Mohamed Ndoye que je propose d'écouter au micro d'Abib Faye. Aujourd'hui, l'essentiel des difficultés que nous avons sont liées un peu à cette autarcie dans laquelle nous vivons. Parce que les autorités ne savent pas réellement ce que nous faisons en réalité. Parce que là, le problème que nous avons concrètement actuellement, c'est un problème d'effectif. Il a été posé au niveau des différentes autorités. Les autorités commencent à réagir par rapport à cela, mais c'est toujours assez lent. Et nous voulons quand même que les échéances à venir, à savoir les JOJ de 2026, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, soient des moments où les autorités vont profiter pour pouvoir recruter. Parce que c'est des moments où le trafic aérien est très dense. Les autorités plutôt étatiques veulent mettre en place un hub aérien. Hub aérien rime avec augmentation de trafic. Augmentation de trafic rime avec charge de travail supplémentaire. Et pour une charge de travail supplémentaire, nos épaules ne peuvent pas supporter tout le trafic. Il faudrait forcément du personnel en supplément pour pouvoir permettre à ce que la sécurité qui est assurée actuellement puisse continuer. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général de division Martin Faye et l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Puisani, ont coprésidé avec la signature de la convention et la présentation du comité de pilotage du projet de création du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention 2, communément appelé GARCI 2. Cette activité a été également l'occasion pour le comité de pilotage du GARCI de valider les plans d'action
mises en place pour la formation, l'équipement, mais aussi et surtout l'opérationnalisation de cette unité qui pourrait très prochainement s'acquitter de missions de sécurité dans l'est du pays. Le compte-rendu est signé Daniel Diouf. Après Garci 1, groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, Garci 2 prévu à Saraya sera incessamment opérationnel. La gendarmerie nationale et l'Union européenne viennent de signer une convention dans ce sens, un comité de pilotage du projet de création mis en place. Le partenariat entre l'Union européenne et la gendarmerie nationale, noué depuis des années dans le cadre de ce projet, constitue un référentiel de gouvernance sécuritaire qui inspire davantage nos politiques publiques. Je voudrais à ce titre saluer de façon très appuyée l'engagement spontané de l'Union européenne à accompagner l'initiative de la gendarmerie de mettre en place un deuxième Garci à Saraya dans le but d'accroître ses capacités afin de mieux répondre aux besoins des populations, principaux bénéficiaires et des pouvoirs publics. Elle va jouer un rôle complémentaire de verrou essentiel et incontournable dans le dispositif de veille sécuritaire au niveau des frontières. L'Espagne, la France, le Portugal, ce sont là les États membres qui se sont engagés dans le projet à travers la mise à disposition de leurs forces de gendarmerie. Cette approche de la solidarité, de la responsabilité collective à l'égard de la paix, de la stabilité et de la cohésion symbolise le partenariat privilégié avec le Sénégal. Le Sénégal est pour l'Europe, monsieur le commandant, un partenaire clé pour la sécurité de la région. Et ce projet Garci s'inscrit dans cette stratégie plus globale de l'Union européenne pour la région du Sahel, où la sécurité et le développement sont indissociables, car il n'y a pas de sécurité sans développement et pas de développement sans sécurité. Ce projet Garci s'intègre également dans le plan d'action du sommet de la Valette en 2015, qui vise notamment au renforcement des capacités des États à assurer la sécurité et à lutter contre les menaces terroristes, mais aussi à soutenir l'État de droit et la coopération transfrontalière dans le domaine sécuritaire. Dans un contexte sécuritaire qui force la vigilance accrue, Garci 2 devra prendre en compte certaines problématiques majeures, notamment accompagner le commandement avec un déploiement des forces vers l'Est compte tenu des enjeux. Nous avons les enjeux économiques, notamment avec l'exploitation anarchique de l'or au niveau de la Falémé, et bien entendu des défis environnementaux, compte tenu de la pollution, de l'utilisation de certaines matières toxiques, mais également des dégradations au niveau du parc Nyokolokoba. Donc toutes ces missions sont à la portée du Garci qui est entraîné, équipé pour. Et nous avons remarqué l'action très salutaire du Garci dans le cadre de durant les événements de la crue du fleuve Sénégal à l'Est. Nous avons pu relever vraiment une participation assez significative du Garci durant cette montée des eaux du fleuve Sénégal à Bakel et vers Matam. Le projet Garci 2 permettra donc de disposer à Saraya, dans la région de Kédougou, d'une unité d'intervention spécialisée dans la lutte contre la grande criminalité telle que le terrorisme et le banditisme international, mais aussi pour la surveillance des frontières. Parlons santé à présent avec ce plaidoyer du directeur général de la pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal, Dr Seydou Diallo, qui demande à l'État du Sénégal de veiller à l'accessibilité des médicaments dans les centres de santé. Le docteur Diallo a également demandé au président de la République de veiller à la hausse de la subvention pour la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Le médecin-chef du district de Yeumbeul et autres acteurs de la santé dans les communes de Yeumbeul réclament un établissement public de santé de niveau 2 ou 3. Des déclarations faites en marge d'une randonnée pédestre ce matin dans le cadre de la lutte contre le cancer, et c'était en présence de nos reporters Aminata Ba et Ousmane Baldé.
De la mairie de Yeumbeul Nord à la mairie de Yeumbeul Sud, les acteurs de la santé sensibilisent la communauté à se prévenir du cancer du sein. Le directeur général de la pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal, Dr Sidou Diallo, plaide pour une meilleure prise en charge médicale des patientes. Mais d'abord, il faut faciliter l'accès aux médicaments. Donc nous, en tant que pharmacie nationale d'approvisionnement, notre plaidoyer, c'est de dire à l'autorité de nous doter plus de moyens, plus de subventions pour pouvoir approvisionner le maximum de molécules, surtout les molécules ciblées pour nos populations. Il y a une subvention qui est là, qui est à hauteur de 1,4 milliard. On est même en dépassement. On est vers les 3 milliards. C'est la CNPNA qui préfinance parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des ruptures de médicaments. L'augmentation de la subvention destinée à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, une autre revendication de Dr Sidou Diallo. Les cancers constituent des maladies vraiment dangereuses, comme on peut dire, et c'est des problèmes de santé publique parce que, comme vous le savez, c'est des maladies qui, sur le plan social et économique, ruinent des familles. Donc on dit à l'autorité d'augmenter cette enveloppe, d'augmenter cette subvention pour permettre une meilleure prise en charge de nos malades qui souffrent de cancer. Le médecin-chef du district sanitaire de Yeumbeul, Gabriel Senghor, de son côté réclame la construction d'un hôpital dans la commune pour mieux répondre à la forte demande. Donc si vraiment on pouvait aujourd'hui renforcer ces 2 centres de santé en ressources humaines et renforcer aussi le plateau technique existant et choisir un autre site, et peut-être d'ici 1 ou 2 ans au maximum, pouvoir donc construire un établissement public de santé de niveau 2 ou bien de niveau 3, ça pourrait soulager quand même. Une réduction du coût des soins pourrait aussi faciliter aux patientes l'accès, ce qui va permettre de mieux faire face à ces cancers qui font des ravages chez les femmes, selon le médecin-chef du district sanitaire de Yeumbeul. Présence de Montpellier Business School au Sénégal, le directeur Bruno Ducasse fait le bilan, un bilan établi à l'occasion de la célébration des 10 ans de présence de l'école de commerce au Sénégal. Je vous propose d'écouter justement le directeur de cette école, Bruno Ducasse. Ses propos sont recueillis par Amadouba. MBS en France, c'est une grande école de management qui accueille 3500 étudiants et nous avons pour objectif de permettre à tous les étudiants, quel que soit leur milieu social, de pouvoir faire des études dans une grande école. Donc on a développé des partenariats avec des entreprises qui deviennent mécènes et qui accordent des bourses pour permettre à des étudiants de pouvoir faire leurs études en France. Donc on a recruté une 50aine d'étudiants sénégalais, ivoiriens, également venant du Cameroun. Nous leur avons permis de financer leurs études et en même temps leurs frais de vie, grâce à des entreprises qui donc ont accordé ces financements. Sur les 10 dernières années, c'est une 50aine d'étudiants qui ont pu bénéficier de ce dispositif et qui donc sont diplômés, qui travaillent, qui sont soit restés en France pour certains, soit revenus dans leur pays d'origine, notamment au Sénégal, pour développer l'économie du pays. L'ADN de MBS, c'est l'ouverture sociale, l'employabilité et l'égalité des chances. Donc c'est vraiment un vecteur très très fort du développement de l'école, à la fois à Montpellier et puis à Dakar. Hors de chez nous, l'actualité nous mène au Tchad, au Liban, à Cuba et en République démocratique du Congo, où les combats à l'est du pays font l'objet de négociations à travers la médiation de l'Angola mandatée par l'Union africaine pour régler le conflit qui sévit entre la RDC et le Rwanda. Le récit est signé Mamadou Gueye. Le président angolais João Lourenço a intensifié ses efforts diplomatiques pour apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda. Il a eu des conversations téléphoniques avec les présidents des deux pays. Ces discussions sont axées sur la situation dans l'est de la RDC. Ce nouvel échange intervient dans un contexte où les relations entre Kinshasa et Kigali restent tendues. Au Tchad, les élections législatives sont maintenues au 29 décembre. Malgré des rumeurs de report, les élections auront lieu à la date fixée initialement. L'Agence nationale de gestion des élections annonce le début des dépôts des candidatures pour ce 19 octobre, conformément à son chronogramme. Les attaques continuent au Moyen-Orient. L'armée israélienne a bombardé ce dimanche des dizaines de cibles du Hezbollah à Beyrouth et dans le sud du Liban. De son côté, le mouvement libanais revendique des attaques sur 3 bases militaires dans le nord d'Israël. Ils ont par ailleurs annoncé la mort de 3 de leurs soldats
dans des tirs israéliens sur un de leurs véhicules. À Cuba, un ouragan baptisé Oscar menace la population déjà privée d'électricité. Alors que le pays a passé sa deuxième nuit dans le noir, l'ouragan s'apprête à frapper l'île dans les prochaines heures. Ce pays de 10 millions d'habitants est confronté à sa pire crise depuis 30 ans. L'arrivée de cet ouragan, couplée à une panne géante d'électricité depuis vendredi, a causé des pénuries de nourriture et de médicaments ainsi qu'une inflation galopante. Ce survol de l'actualité africaine et internationale met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Excellente suite de programme en notre compagnie. Bon début de semaine à toutes et à tous.